Bienvenue à la Science et toi. Alors que tu te balades dans la nature, un serpent sort des buissons et te mord la cheville. Quel malheur! Reste calme. Tu dois maintenir ton rythme cardiaque et ta pression sanguine le plus bas possible pour ralentir la propagation du venin. Retire tes chaussures et tes chaussettes. Maintenant, tu dois déterminer si la morsure vient ou non d'un serpent venimeux. Si tu vois 2 plaies profondes sur ta jambe, elles correspondent au crochet d'un serpent venimeux. Dans le cas d'un serpent non venimeux, tu verras de petites marques de dents pointues formant un U. Il existe environ 600 espèces de serpents venimeux et il faut surtout faire attention aux vipères et aux cobras. Chacun de ces serpents a un type de venin différent et nécessite donc des soins différents. Si une vipère te mord, n'appuie pas sur la blessure. Le fait d'emprisonner le venin dans une même zone pourrait aggraver les dommages causés au tissu. Tu dois rapidement te rendre à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner. Si un cobra mord quelqu'un, il faut faire un bandage de compression sur la morsure pour empêcher le venin de se répandre dans le système sanguin. Garde un œil sur la victime pour s'assurer qu'elle respire bien, car le venin de cobra peut paralyser le diaphragme. N'essaye pas d'aspirer le venin. Il se propage si vite dans le sang que ça ne servira à rien. Observe bien le serpent et si possible, photographie-le pour le montrer au personnel médical. Essaye d'avoir une image nette. Passons maintenant aux allergies. La plupart des gens réagissent aux composés allergènes par un écoulement nasal ou des éternuements. Mais d'autres réagissent de manière beaucoup plus complexe. Une éruption cutanée peut être le signe d'une réaction allergique. Ce genre d'irritation peut apparaître 1 semaine après l'exposition aux composés allergènes. Il y a quelque temps, une personne à qui on avait installé un appareil dentaire a développé des éruptions cutanées sous sa montre et sur le ventre. Il s'est avéré qu'elle était allergique au nickel contenu dans les bagues de l'appareil. Si des cloques apparaissent sur ta peau après être exposée au soleil pendant 1 ou 2 heures, il ne s'agit pas d'un coup de soleil, mais bien d'une réaction allergique. Tu peux aussi avoir des rougeurs, boutons et desquamations. Si cela se produit, rends-toi rapidement aux urgences. On t'examinera et t'expliquera que faire. Certains médicaments peuvent être mis en cause, mais aussi des fruits comme les agrumes ou certains tubercules. Si tu es allergique au pollen, méfie-toi des fruits et légumes. Certains contiennent les mêmes protéines que celles contenues dans le pollen et ton système immunitaire y réagira comme tel en provoquant au passage des démangeaisons, un gonflement de la bouche et peut-être même du visage. Si tu souffres d'une plaie profonde à la main, la première chose à faire est d'appeler une ambulance. Tu es coincé dans une voiture en plein hiver et le froid te fait frissonner. C'est bon signe. Quand la température descend en dessous d'un niveau confortable, le corps tremble pour augmenter sa production de chaleur de près de 500%. Mais les frissons ne te réchaufferont pas très longtemps. Au bout d'un moment, tes muscles manqueront de carburant et ils cesseront de se contracter. Si une personne frigorifiée cesse de trembler et qu'elle s'endort, agis vite. Amène-la à l'abri, retire ses vêtements mouillés, frotte ses mains et ses pieds, enveloppe-la dans des couvertures et applique des compresses chaudes et sèches sur sa poitrine, son cou et son ventre. N'applique surtout pas de compresses chaudes sur ses bras ou ses jambes. La chaleur soudaine forcera le sang-froid à retourner au cœur, au cerveau et aux poumons et fera baisser la température au centre du corps. Alors que tu roules sur une route déserte, tu entends un flash d'urgence météo à la radio. Un « alerte tornade » signifie que l'une d'elles est susceptible de se former. Mais un avertissement de tornade signifie qu'une tornade est apparue sur le radar ou qu'elle a été repérée par une personne. Tu dois aussi te méfier de la grêle. Elle apparaît lorsque les courants ascendants d'un orage poussent les gouttes de pluie dans les nuages épais où elles gèlent. Mais à l'approche d'une tornade, il peut grêler sans pleuvoir. Tout devient subitement calme et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Tu verras alors les nuages se déplacer en rotation ou vers le ciel, puis tu entendras comme un bruit de cascade qui se transformera en rugissement lorsque la tornade se rapprochera. Ce bruit est semblable à celui d'un train ou d'un réacteur d'avion. Des débris commenceront à tomber et un nuage en forme d'entonnoir se mettra à tournoyer, attirant les branches et les feuilles vers le haut. Si la tornade ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite, c'est qu'elle se dirige peut-être vers toi, et tu ne te rendras compte que lorsqu'elle sera trop près. Mets-toi vite à l'abri. Alors que tu es en train de regarder la télévision chez toi, tu entends un étrange bruit de claquement. Cela ressemble à un courant d'air, mais après avoir vérifié toutes les portes, tu ne dis qu'il n'y a rien. Le lendemain, tu sens une pression dans ta poitrine qui empire au fur et à mesure de la semaine. Ces douleurs thoraciques s'accompagnent alors d'une terrible sensation d'épuisement. Tu te dis alors que tu as un problème de santé, mais le vrai problème vient de ta maison. Tu subis peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque ce gaz remplit ta maison, il s'accumule dans ton sang et remplace peu à peu l'oxygène de ton corps. Cet empoisonnement peut provoquer des maux de tête, des nausées et un état de confusion. Dans ce cas, cours dehors pour prendre l'air et appelle les urgences. Procure-toi également un détecteur de monoxyde de carbone et installe-le dans le couloir ou dans la pièce où tu dors. Vérifie les piles 2 fois par an et si l'alarme se déclenche, sors immédiatement chez toi. Alors que tu fais du patin à glace sur un lac gelé, tu entends un craquement et tu te retrouves subitement dans l'eau glacée.
D'abord, ton corps va entrer en état de choc à cause du changement soudain de température. Ne panique pas, ça passera au bout d'1 à 3 minutes. Trouve alors un morceau de glace solide auquel t'accrocher. N'essaye pas d'y grimper, mets simplement tes bras sur la glace et pousse avec tes jambes comme si tu voulais nager en avant. Cela t'aidera à ramper doucement hors de l'eau. Une fois que tu es sur la glace, ne te lève pas, car ton poids se concentrera sur une petite surface de glace et elle craquera de nouveau. Continue à ramper ou rouler jusqu'à atteindre la terre ferme. Saurais-tu briser la vitre d'une voiture en toute urgence ? Ces vitres sont constituées de plusieurs couches de matériaux dont le but est de les rendre résistantes. Voici comment faire. Évite le pare-brise et la lunette arrière, car ils sont plus difficiles à casser. Opte pour les vitres côté conducteur ou passager. Si tu as un marteau, ne vise pas le centre de la vitre, mais plutôt les bords, là où la vitre est moins résistante. Si les vitres résistent au marteau, tournevis ou autre outil, cherche une petite pierre pointue. Si cela ne fonctionne pas, essaie avec une bougie d'allumage. Ouvre le capot, retire la bougie, casse le boîtier en porcelaine et frappe la pièce de céramique n'importe où sur la vitre. Imagine que tu es en vacances quelque part au bord du Pacifique. Soudain, tu ressens une forte secousse. C'est peut-être le signe avant-coureur d'un tsunami qui approche. Il pourrait aussi déclencher de grosses vagues à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Mais il y a d'autres signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'un d'eux est le changement soudain du niveau de l'eau. Si tu vois l'eau se retirer rapidement et découvrir le fond, cours te réfugier à au moins 30 mètres d'altitude et à 1,5 km à l'intérieur des terres. Selon de nombreux experts, lorsque l'eau de mer commence à se retirer, il reste 5 minutes pour évacuer avant que la vague géante ne frappe. Et n'oublie pas, la science et toi est toujours là pour t'aider. Ah, la beauté de la nature tout autour de toi, l'air frais et des jours de repos et de méditation loin de la civilisation. Mais tu as marché pendant un certain temps pour arriver jusqu'ici et maintenant, il est temps d'installer ton campement. Les bois alentours sont denses et tu ne trouves pas d'endroit approprié pour monter ta tente. Puis tu vois une belle parcelle de verdure complètement dépourvue d'arbres et parsemée de quelques petits buissons. Tu y vas satisfait de ta trouvaille et tu commences à installer ta tente. Le sol est exceptionnellement meuble et lisse, mais cela ne te dérange pas trop. Tant mieux, les piquets rentrent dans le sol comme un couteau dans du beurre. Quand tu as fini, il fait déjà nuit, alors tu entres dans la tente et tu te glisses dans ton sac de couchage bien douillet. Tu te réveilles avec la sensation que quelque chose ne va pas. Tu te sens mouillé. Tu commences à te tortiller à l'intérieur de ton sac de couchage et oui, il est presque complètement trempé par en dessous. Tu te précipites hors de la tente aussi vite que possible et tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le sol. Il s'avère que tu as installé ton campement sur un marécage. Et tu as eu de la chance. Les marécages ne sont pas toujours évidents. Parfois, tu ne les remarqueras même pas avant de plonger dans la boue et de te retrouver avec des ennuis jusqu'aux genoux. Sortir de là peut aussi être compliqué. La mousse et les racines créent une espèce de matelas souple qui te tire lentement vers le bas. Et lorsque tu essaies de lever les pieds, tu risques de te retrouver sans tes bottes. Il est assez facile de reconnaître un marécage forestier quand on sait ce qu'il faut chercher. Si tu te trouves dans un fourré dense et que tu vois une clairière luxuriante et ensoleillée où ne pousse que de la mousse et quelques petits buissons, il y a de fortes chances que ce soit un marécage. Tu peux également vérifier cela en marchant légèrement sur ce genre de terrain. S'il te semble élastique, mieux vaut ne pas t'en approcher. Bizarrement, une autre chose pour laquelle les marais peuvent s'avérer dangereux, c'est quand il y a un incendie de forêt. Si tu restes trop près d'un marécage et que tu allumes un feu de camp, celui-ci peut créer un départ d'incendie, surtout s'il y a beaucoup de vent. Les marais et les marécages sont remplis de goudron enfoui sous les couches d'eau et de mousse. Lorsqu'il commence à brûler, il est presque impossible de l'éteindre. Avant d'allumer un feu de camp, garde toujours une distance de sécurité par rapport à un marais. Une autre erreur courante lors de l'installation d'un campement dans la nature est de ne pas lever les yeux. Disons que tu as trouvé un terrain solide pour monter ta tente, que tu l'as débarrassé de tous les débris et pierres désagréables et que tu t'es assuré qu'il n'y a pas de fourmilière à proximité. Tu ne veux pas que quelque chose se glisse dans ton sac de couchage pendant la nuit, n'est-ce pas ? L'endroit que tu as choisi est parfait et l'arbre qui se trouve à côté de ta tente te protège du vent et de la pluie. Tu t'installes pour la nuit, tu éteins ta lampe de camping et soudain, ta tente se déforme comme si une bête sauvage t'avait attaqué. Déconcerté, tu sors en courant et tu vois qu'une énorme branche est tombée sur ta tente. Le pire, c'est que tu l'aurais vu venir si seulement tu avais levé les yeux avant de t'installer. Les branches à moitié cassées et pourries sont faciles à repérer.
Et ce n'est jamais une bonne idée de mettre sa tente directement en dessous. Ce genre de choses peut se casser à tout moment et tu auras de la chance si elle ne déchire pas ta tente et te blesse gravement. Tu sais, crac! Des dizaines de touristes font cette erreur chaque année et la paient souvent très cher. Le fait de regarder vers le haut t'aidera aussi à t'assurer qu'il n'y a pas de nid de guêpe ou de toile d'araignée au-dessus de toi. Ceci pourrait s'avérer encore pire qu'une branche, car les guêpes n'aiment pas être dérangées, et les araignées peuvent se révéler venimeuses. Maintenant, si tu vois une belle rivière et décides de bivouaquer sur ses rives, fais aussi attention à l'endroit exact où tu t'installes. Si tu restes trop près de l'eau, surtout au printemps ou en automne, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la flotte au milieu de la nuit. Vérifie toujours les prévisions météorologiques pour le jour et la nuit à venir. S'il risque de pleuvoir, il vaut mieux se tenir à l'écart de toute étendue d'eau, en particulier des rivières. La pluie pourrait faire monter le niveau de l'eau et inonder ses rives, emportant ainsi ton petit campement et tes vacances. Mais même si tu es loin de l'eau, la pluie pourrait gâcher tes vacances quand même. Disons que tu es à nouveau en plein cœur de la forêt et que la cime des arbres te protège des intempéries. Les précipitations arrivent toujours jusqu'au sol de la forêt, mais au moins tu ne souffres pas autant qu'en restant à ciel ouvert. La nuit suivante, lorsque tu installes ton campement dans un autre endroit, tu sens que le sol est mou et élastique. Cependant, ce n'est pas un marécage. La pluie de la dernière nuit a seulement rendu le sol spongieux. Si tu te retrouves dans un endroit pareil, il vaut mieux t'installer dans un endroit où le sol est plus dur. Le problème, c'est que les terrains lisses et meubles peuvent commencer à se désagréger sous tes pieds à n'importe quel moment. Ce mouvement n'est pas aussi dangereux que lorsque tu es dans un marécage, mais les piquets de ta tente peuvent se détacher et tu finiras par être enfoui sous tous les tissus de ta tente. Et si tu décides d'installer ton campement dans une belle vallée et que la pluie commence à tomber alors que tu es ici, eh bien, prépare-toi à faire un agréable voyage flottant. Toute l'eau va naturellement descendre et arriver dans ton abri, pour finalement se retrouver sous ta tente. Pas étonnant si tu te retrouves les pieds dans l'eau à ton réveil. Oh, quel magnifique endroit pour se reposer après une longue balade! Il est situé au sommet d'une colline, donc il n'y a pas d'eau à proximité, le soleil brille et il n'y a pas un seul arbre pour le bloquer. Prendre un bain de soleil ici va être fabuleux. C'est ce que tu peux penser pendant les premières heures. Mais quand tu resteras ici assez longtemps, tu comprendras l'erreur de ta décision. La lumière directe du soleil sur ta tente peut la chauffer en quelques heures en raison des matériaux dont elle est faite. Tu le sentiras sur ta peau dès que tu te glisseras dedans. Et disons que tu ne voudras pas t'attarder ici trop longtemps et qu'il vaudra mieux attendre la nuit pour que la tente ait refroidi. Même chose avec le vent. Dans un endroit ouvert, les rafales peuvent atteindre des vitesses incroyables. Et si tu n'as pas fait attention en enfonçant tes piquets, tu pourrais dire au revoir à ta tente plutôt que prévu. Il est préférable de trouver un endroit près d'un arbre qui te protégera à la fois du soleil et du vent. Cependant, ne t'avise pas de camper près d'un arbre isolé lorsque les prévisions météorologiques ne sont pas en ta faveur. Le beau temps ou la pluie sont acceptables, mais si un orage important se prépare, un arbre complètement isolé fera office de paratonnerre. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui pourrait arriver si la foudre frappait un arbre sous lequel tu campes. Tu pourrais bien recevoir une décharge. Si tu campes en hiver, le temps peut être encore plus traître. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la lumière directe du soleil. Oublie cela. En hiver, il est préférable que le soleil brille sur ta tente. Le froid peut te porter préjudice, même si ta tente est super cool et coûte très cher. Et les vents sont généralement beaucoup plus violents pendant la saison froide. La lumière directe du soleil t'aidera à supporter une grande partie du froid. L'une des erreurs les plus courantes que font les randonneurs est d'allumer un feu de camp trop près de la tente. Encore une fois, le matériau de la tente conduit très bien la chaleur, et c'est une bonne chose quand tu veux te réchauffer, mais il s'enflamme aussi très facilement. Parfois, une étincelle suffit à réduire ton abri en cendres. Assure-toi qu'il y ait suffisamment de place entre ta tente et le feu de camp, et ne laisse jamais ton feu sans surveillance. Lorsque tu t'endors, la règle veut que tu éteignes le feu pour ne pas te réveiller avec un brasier ardent autour de toi. Les insectes peuvent gâcher n'importe quelle balade, même si elle est géniale. Les moustiques, les fourmis, les tiques et autres insectes nuisibles peuvent se frayer un chemin jusqu'à ta tente, où que tu sois. Alors assure-toi d'être protégé. Utilise des répulsifs pour la peau lorsque tu sors et place une spirale anti-moustique à côté de l'entrée de ta tente. Cependant, ne la place pas à l'intérieur ou trop près de celle-ci. L'odeur est irritante et elle peut aussi provoquer un incendie.
Pour éviter la plus grande partie des moustiques et surtout des tiques, essaie de te tenir à l'écart des lacs, des étangs et des forêts denses où peuvent se trouver des marécages. Les moustiques se reproduisent dans des eaux calmes, de sorte que les zones autour de ces bassins sont remplies de parasites ailés. Mais ils ont du mal à voler quand il y a du vent. Choisir un endroit ouvert est donc ta meilleure chance de t'en débarrasser. Ne les laisse pas t'embêter. Recouverte de poils bruns hérissés et dotée de 9 paires de pattes frisées, la pyrale de la sorcière, ou Phobetron pitecium, n'est pas comme les autres chenilles. Son aspect velu lui a valu le surnom de limace singe. On trouve cet étrange insecte en Amérique du Nord où il se cache dans les arbres et arbustes d'ornement. Cette petite créature poilue n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Les poils de son dos sont reliés à des glandes toxiques situées sous la peau de la chenille. Si tu es assez curieux pour tendre la main et toucher ses poils, ta main deviendra instantanément rouge vif et tu ressentiras une sensation de brûlure et de démangeaison. Un peu comme une piqûre d'abeille. Si tu as été piqué par la pyrale de la sorcière, tu dois immédiatement passer la piqûre sous l'eau pour enlever les poils qui auraient pu y rester coincés. La piqûre devrait commencer à guérir et disparaître en 1 semaine. La fourmi balle de fusil est la plus grande de toutes les espèces de fourmis. Elle ne dépasse toutefois pas la taille d'une pièce d'1 centime. Tu auras de plus grandes chances de croiser cette fourmi dans les pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle a beau être petite, sa piqûre est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que la piqûre d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures, car sa piqûre procure un malaise pendant toute une journée. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas trop dangereuse et devrait guérir en 1 semaine. Ces fourmis ont une habitude particulière qui pourrait permettre d'éviter facilement leur puissante piqûre. Elles dégagent une odeur aussi forte que dégoûtante pour faire fuir les prédateurs. Alors si tu te retrouves un jour à faire un trek dans la forêt tropicale et que tu sens une odeur intensément désagréable, ne t'approche pas. Les Triatominae ressemblent à des blattes standards. Mais elles sont plus élancées, elles ne possèdent pas d'ailes et ont un motif à rayures particulier sur le dos. Et attention, ces insectes sont tous sauf mignons. On les trouve généralement dans les états chauds du sud des États-Unis et ces petites bestioles se cachent partout, dans les fissures, sous les lits et dans les meubles. Ces insectes sont surnommés punaises vampires, car ils ne sortent que la nuit. Bien que leur piqûre ne soit pas trop douloureuse, elle peut être incroyablement dangereuse. Il est fréquent que les humains soient allergiques à la salive de la Triatominae, et si c'est le cas, sa piqûre provoquera d'incroyables démangeaisons de la peau. Ces punaises sont également porteuses d'un dangereux parasite qui affecte gravement la plupart des humains. Si jamais tu te fais piquer par une Triatominae, assure-toi de consulter ton médecin le plus rapidement possible. Le frelon géant est la plus grande espèce de frelon au monde. Il arbore des rayures jaunes et noires. Sa taille et sa forme permettent de le distinguer des abeilles et des guêpes. Le frelon géant est beaucoup plus grand et plus élancé qu'un bourdon, et beaucoup plus long qu'une guêpe. Ces frelons vivent au Japon, où ils se déplacent en colonies comptant jusqu'à 700 individus. Les personnes qui ont déjà été piquées par le frelon géant comparent cela au fait d'être brûlées par un tisonnier ardent. Si tu as la malchance d'être piqué par l'un de ces insectes, appelle immédiatement une ambulance et, en attendant son arrivée, lave la piqûre à l'eau froide. L'araignée veuve noire est l'une des arachnides la plus notoirement dangereuse du règne animal. À peu près de la taille d'un trombone, les marques rouges en forme de sablier sur le ventre de l'araignée permettent de la distinguer facilement. Ces bestioles se déplacent souvent seules et on peut les trouver dans les régions chaudes, dans des abris sombres et secs comme les sous-sols ou les garages. Les veuves noires sont considérées comme les araignées les plus venimeuses de France, autant que d'Amérique du Nord. Leur venin est 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Étrangement, la piqûre d'une veuve noire n'est pas particulièrement douloureuse. Elle ressemble plus à une piqûre d'épingle, mais elle peut te rendre incroyablement malade. Si tu croises une veuve noire dans ta cave, ne l'énerve pas car elle ne pique que si elle est agacée. Si tu te fais piquer, va immédiatement aux urgences. Les médecins pourront te proposer un antivenin à la veuve noire qui réduit les symptômes de la piqûre. La guêpe commune est une espèce dangereuse de guêpe que l'on trouve dans le monde entier. Elle arbore des motifs jaunes et noirs bien visibles. Le jaune est bien plus vif que celui de la plupart des autres guêpes. Ces guêpes communes vivent en grandes colonies et construisent leurs nids dans les arbres, les buissons et même sous terre. Si tu tombes sur un nid de guêpes, éloigne-toi lentement et fais attention à ne pas les menacer ou les énerver. Leur piqûre n'est certainement pas une sensation agréable. Alors que nombre de gens pensent que les scorpions sont apparentés aux crabes et aux autres crustacés, ce n'est en fait pas le cas.
Les scorpions sont un type d'arachnide, ce qui signifie qu'ils sont étroitement liés aux araignées. On a tendance à les trouver dans les climats chauds et secs comme les déserts. Les scorpions sortent le plus souvent la nuit et ce sont des prédateurs connus pour piquer à vue. Leur piqûre ressemble à celle d'une guêpe, mais elle peut être beaucoup plus dangereuse. Les piqûres de scorpions ont tendance à accélérer le rythme cardiaque et à provoquer des difficultés respiratoires. Si un scorpion te pique, lave immédiatement la plaie et contacte un professionnel de santé qui pourra t'administrer un traitement antivenin contre les piqûres de scorpions. Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de fourmis Solenopsis dans le monde. Toutes les espèces ont la même piqûre puissante. Ce sont de minuscules insectes qui se déplacent en grandes colonies et ont une couleur marron clair distincte, presque rouge. Ces fourmis de feu se trouvent majoritairement aux États-Unis et sont attirées par la nourriture. Elles ont tendance à s'incruster dans de nombreux pique-niques auxquels elles ne sont pas conviées. La piqûre de cette fourmi est incroyablement irritante, mais heureusement pas très dangereuse. Passer la piqûre sous l'eau froide devrait aider à calmer les démangeaisons, et la piqûre devrait disparaître en 1 semaine environ. Si tu as une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de consulter ton médecin au plus vite. Les abeilles à miel font partie des insectes que nous aimons le plus. Elles pollinisent nos fleurs, fabriquent le délicieux miel que nous mangeons et nous laissent généralement tranquilles. Les abeilles à miel sont des insectes sociaux qui vivent en grandes colonies. Étonnamment, la piqûre d'une abeille à miel ordinaire peut être extrêmement dangereuse pour certaines personnes, notamment les personnes âgées. Si une abeille te pique, retire immédiatement le dard qui sera logé dans ta peau. Lave la zone avec de l'eau et du savon. La piqûre devrait guérir en 1 semaine. Si tu souffres de conditions plus graves, tu dois immédiatement consulter un médecin. Les guêpes Pepsi sont de longs insectes minces avec de belles ailes de couleur rouille et des antennes jaunes. On les trouve surtout dans les forêts tropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Elles ont tendance à vivre seules et font leur nid en s'enfouissant dans le sol. Si jamais tu croises une guêpe Pepsi, assure-toi de t'éloigner très lentement. Ces insectes n'attaquent que s'ils sentent une menace. On pense que les guêpes Pepsi sont l'une des piqûres les plus douloureuses au monde. La douleur est incroyablement intense et dure de 3 à 4 minutes. Une fois ce délai passé, la piqûre ne nécessitera pas de soins urgents et devrait guérir d'elle-même. La guêpe guerrière est une espèce particulière. Contrairement aux autres guêpes, la guêpe guerrière n'a pas de rayures jaunes mais est entièrement noire. Si noire qu'elle en a presque l'air bleue. Certaines personnes surnomment cet insecte la guêpe tambourinante. Lorsqu'un étranger s'approche, les guêpes battent des ailes de façon synchronisée comme les tambours d'une fanfare. Les guêpes guerrières préfèrent les climats plus chauds et on peut les trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. De toutes les espèces de guêpes, la guêpe guerrière a la piqûre la plus douloureuse. Elle ne nécessite toutefois aucune aide médicale d'urgence et devrait guérir en 1 semaine. On peut trouver le mille-pattes géant d'Amazonie dans les climats tropicaux d'Amérique du Sud et des Caraïbes. D'une couleur rouge caractéristique, c'est la plus grande espèce de mille-pattes au monde et il peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Le mille-pattes géant possède un venin dangereux pour les autres insectes et les animaux plus petits, mais ne présente pas de danger pour les humains. Néanmoins, sa piqûre est toujours désagréable et provoque une sensation de brûlure. Si tu te fais piquer par l'une de ces bestioles, les symptômes peuvent durer de quelques heures à quelques jours. Et si tes réactions est plus grave, tu sais ce qu'il faut faire. Va voir ton médecin. Oh, tu te retrouves dans de l'eau froide jusqu'au cou. Tu es entouré de glace, tu dois te sortir de là. Lorsque tu nages dans de l'eau glacée, ton corps peut éprouver un certain choc. Tes réflexes risquent de te pousser à halter, mais ne le fais pas. Essaie simplement de garder la tête hors de l'eau. Débarrasse-toi de tout objet lourd comme les bottes, les vestes ou les sacs à dos. Lorsque tu atteins la glace, n'essaie pas juste d'en sortir. Ce n'est pas exactement comme une piscine. Essaie plutôt de te mettre en position horizontale et utilise tes jambes pour nager sur la glace. Serre-toi de tes mains pour te hisser hors de l'eau. Une fois à la surface, roule de côté en t'éloignant du bord, puis rampe, puis marche. Si tu t'aventures dans la nature, il est préférable de préparer quelques affaires à l'avance. Fabrique ton propre allume-feu à la maison. Fais chauffer de l'eau dans une casserole, mets-y un récipient en pyrex et fais-y fondre de la paraffine. Prends ensuite une boîte à œufs et mets des peluches de séchage dans chaque section. Remplis-les de paraffine, puis attends que tout soit solide et découpe chaque petite section. Il suffit d'un seul de ces petits morceaux pour démarrer un feu bien plus facilement. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la jungle. Tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec une languette de boîte de conserve comme hameçon. Il peut aussi être utilisé comme corde à linge si tu le tends entre 2 arbres. Il a l'air un peu fragile, mais un seul morceau de fil peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est aussi très inflammable.
Donc, si tu as du mal à allumer un feu, tu peux utiliser quelques mètres de fil dentaire pour le démarrer. Tu peux fabriquer une corde très solide avec une simple bouteille en plastique, si tu as une bonne paire de ciseaux. Coupe le goulot de la bouteille pour qu'elle ressemble à une tasse haute et étroite. Puis, découpe-la comme certaines personnes épluchent une orange, en tournant en rond et en faisant une spirale. Tâche de garder la même largeur durant tout le processus. Le résultat sera beaucoup plus long et plus solide que ce à quoi tu t'attends. Tu peux l'utiliser pour attacher des bâtons ensemble pour faire une hutte, ou tu peux l'enrouler autour de ton sac à dos au cas où il se déchirerait ou autre. Le sucre peut être nocif pour les dents, mais il a un super pouvoir plutôt chouette. Il suffit d'en verser sur un morceau de tissu et de l'utiliser comme un pansement. Oh, c'est délicieux! Les moustiques peuvent être très pénibles et il y en a beaucoup partout. Tu peux fabriquer ton propre répulsif à insectes pour éloigner ces petites bêtes exaspérantes. Il suffit d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume. Ils sont pleins d'huiles essentielles que les moustiques ne peuvent pas supporter. Épluche une orange et frotte son écorce directement sur ta peau, en veillant à la presser légèrement au préalable pour faire ressortir les précieuses huiles essentielles. Une autre bonne façon de tenir les moustiques à distance est d'ajouter un peu de peau d'orange à ton feu de camp. Cela libère les huiles essentielles dans l'air. Tu commences à avoir faim, mais tu n'as rien pour allumer un feu. Vide tes poches, il y a peut-être quelque chose là-dedans que tu pourras utiliser comme allume-feu de fortune. Si tu disposes d'une pile et d'un emballage de chewing-gum métallique, tu as ce qu'il te faut. Coupe une fine bande de l'emballage, assez longue pour pouvoir joindre les deux côtés de la pile. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Prends de l'herbe sèche, des brindilles ou même du papier, tout ce que tu pourras utiliser pour allumer ton feu. La bande de papier d'aluminium devrait s'enflammer immédiatement, alors prépare-toi bien. Un humain peut survivre incroyablement longtemps sans nourriture, mais pas sans eau. Tout dépend de l'endroit où l'on se trouve, mais bien souvent, il n'est pas sécuritaire de boire. Tu peux fabriquer un filtre à eau par toi-même. Tout commence avec un feu. Il se peut que faire bouillir l'eau ne soit pas suffisant. Alors dès que les cendres de ton feu sont refroidies, tu dois les réduire en poudre. N'utilise pas n'importe quelle cendre trouvée au hasard dans la forêt. Il se peut qu'il y ait du plastique fondu dessus ou autre chose du genre. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Coupe le fond et perce un petit trou dans le bouchon. Retourne-la, mets-y environ 5 cm de charbon de bois et verse l'eau bouillie dans la bouteille, tout doucement. Les gouttes sont prêtes à être bues. Si tu trouves des morceaux de cendre dans l'eau, enroule un morceau de tissu propre autour du bouchon pour une filtration supplémentaire. Un chiffon carbonisé peut être utile si tu es perdu dans la jungle. Pour le fabriquer, tu auras besoin d'un récipient en métal avec un couvercle. Mets un morceau de tissu à l'intérieur et place le récipient dans le feu pendant quelques minutes. Le tissu devrait finir par devenir un peu noir sur les bords, mais rester intact. Un tissu carbonisé prend feu très vite, même avec un silex de la vieille école. Si jamais tu fais une randonnée dans le jardin d'un anaconda, écoute bien, reste loin des rivières peu profondes car ces serpents géants aiment y traîner. Si un anaconda décide de te serrer un peu, n'expire pas. À chaque fois que tu le fais, le serpent va te serrer un peu plus fort. Les anacondas ont toutefois un point faible. Ils n'aiment pas se faire mordre la queue. Ce n'est pas particulièrement délicieux, mais ça aidera à te sortir de là. Les avalanches sont assez puissantes, alors n'oublie pas ces conseils la prochaine fois que tu seras sur les pentes si les choses deviennent un peu dangereuses. Tout d'abord, couvre-toi la bouche. Utilise un foulard ou un autre morceau de tissu et ne laisse pas entrer la neige. Garde le bras droit au-dessus de ta tête et n'oublie pas de dégager une petite fenêtre devant ton visage. Cela te permettra de respirer pendant environ une demi-heure. Débarrasse-toi de tout ce qui est lourd, même si c'est cher, mais assure-toi de garder ton sac à dos car c'est une protection supplémentaire. Et accroche-toi à un arbre si tu en vois un. Pour remonter à la surface, bouge comme si tu nageais tout droit. La neige n'est rien d'autre que de l'eau. Si jamais tu te retrouves coincé dans une voiture qui coule, ne panique pas et n'essaie pas d'ouvrir la porte. La pression de l'eau de l'extérieur risque d'être trop forte, tu ne feras que gaspiller une énergie précieuse et cette porte ne s'ouvrira pas. Le meilleur moyen de s'échapper serait de passer par les fenêtres. Il suffit de les baisser et de s'enfuir à la nage. Si tu n'es pas un bon nageur, tu peux essayer de créer ton propre dispositif de flottaison de fortune, comme un sac en plastique avec de l'air emprisonné à l'intérieur. Fais un nœud dedans et assure-toi qu'il est bien serré.
La bouteille en plastique serait une bonne option, mais une seule ne suffira probablement pas. Tu peux aussi utiliser un imperméable ou un de ces pantalons étanches ou même une poubelle à l'envers. Si tu as un problème de voiture la nuit, dans la forêt par exemple, tu as besoin de lumière pour voir ce que tu fais. Tout ce qu'il te faut, c'est une bouteille d'eau ou un pichet ou même un bocal à cornichons rempli d'eau. Il te suffit de l'attacher à un projecteur et voilà, l'eau va diffuser la lumière pour que tu puisses mieux voir. Parfait pour monter une tente de secours ou trouver du bois pour un feu. Les pots Mason, ces pots à cornichons, sont très pratiques pour conserver les allumettes. Si tu campes dans une forêt, il est vraiment important de cacher ces allumettes dans un endroit sec et bien sécurisé. Pour le rendre encore plus pratique, prévois un couvercle rabattable. Découpe les bandes sur le côté de tes boîtes d'allumettes et colle-les sur le couvercle de ton pot en verre. Avant ta prochaine grande aventure en plein air, assure-toi d'avoir fait le plein de chocolat noir. Le chocolat est probablement le plus délicieux des aliments de survie, mais c'est aussi l'un des meilleurs. Il est riche en calories et il aide vraiment à remonter le moral. De plus, tu n'as même pas besoin d'une fourchette, d'une assiette ou d'un feu pour le déguster. Une dernière astuce pour aujourd'hui les amis. Tu as toujours du mal à allumer ce feu? Ne cherche pas plus loin que ce sac de chips que tu as secrètement caché à tes compagnons de camping. Les chips à base de maïs se trouvent partout de nos jours, et en plus de leur goût délicieux et de la couleur bizarre qu'elles donnent à tes doigts, elles ont un autre tour dans leur manche. Tu peux les utiliser pour rallumer un feu. Ce genre de chips est inflammable, alors fais-en un petit tas et garde ce drôle de bois sec à portée de main. Ton feu prendra en quelques secondes. Que c'est beau! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il avait une sorte d'anneau autour de lui, un peu comme un arc-en-ciel. Hé, regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le... Arrête tout, dit-il brusquement. C'est un halo solaire. Il faut trouver un abri tout de suite, à moins que tu aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins. C'est un signe qu'il faut t'éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation. Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan. Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre.
Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. Tu aimes le ski ? C'est une activité très amusante jusqu'à ce que tu ne vois plus que du blanc. Les avalanches peuvent se déplacer jusqu'à 130 km/h, alors fais attention aux signes avant-coureurs. Est-ce que tu sens un creux quand tu te déplaces sur la neige ? Y a-t-il des fissures autour de tes pieds ? Peux-tu voir une énorme avalanche arriver ? C'est le moment de partir. Parfois, un orage mélange sa lumière bleue avec la lumière rouge du soleil et tu obtiens un vert assez impressionnant. Profites-en à une distance sûre, de préférence à l'intérieur. Ce nuage orageux qui s'étire très haut dans le ciel signifie généralement que tu es sur le point de te faire marteler par la grêle ou pire, qu'une tornade se prépare. Trouve un abri quelque part comme un parking souterrain ou une cave. Ok, nous savons que les volcans peuvent être dangereux, mais qu'en est-il des lacs à proximité ? Ne sont-ils pas dangereux aussi ? Les lacs qui se trouvent près de quelque chose de très chaud qui ne refroidit jamais, comme les volcans, sont comme des canettes de soda secouées sauvagement, attendant juste d'éclater. Le magma qui se trouve sous terre pousse en fait le dioxyde de carbone au fond du lac, et ce gaz reste là à attendre. Ensuite, même quelque chose de banal comme la pluie peut perturber un peu trop le lac et bam ou boum, tu vois le tableau. Plongée, natation, snorkeling, la mer peut être fascinante, mais elle est assez imprévisible. Lorsque deux courants de vagues se rencontrent, ils peuvent créer une mer croisée. Cela a l'air plutôt joli vu de loin, mais ce peut être vraiment dangereux pour les nageurs, les surfeurs ou même les bateaux. Cela signifie qu'un fort courant se déplace sous la surface. Tu te promènes sur la plage, on dirait que toutes les bonnes histoires commencent comme ça. Et tout à coup, oh, une grotte. Génial, non ? Tu devrais probablement y entrer, explorer un peu et non. Si c'est la pleine lune, tu ne pourras peut-être pas ressortir de cette grotte. La pleine lune affecte la marée et la rend plus basse que d'habitude. Cette grotte est peut-être plus accessible, mais au lieu de vivre une aventure passionnante, tu pourrais te retrouver piégé là-dedans, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors n'oublie pas tes provisions si tu veux vraiment y entrer. Un nuage mural est l'une de ces choses que tu seras à la fois excité et effrayé de voir. Effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est, excité parce que, combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça dans ta vie ? Mais quelle que soit ton émotion, dis à tes jambes de commencer à courir. Pendant un orage, ces nuages muraux sont plus bas que tout le reste et peuvent faire jusqu'à 8 km de large. Et ils commencent à tournoyer. Tu sais ce que cela signifie. Nous sommes en 2009, en Italie. Un homme est dans sa cuisine, il voit des lumières vacillantes, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il met sa famille en sécurité. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe toute la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un tremblement de terre imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres. Certains pensent même que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient jamais au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissaient et très vite, le tremblement de terre se produisait. Après avoir creusé un peu, ils ont en fait trouvé des traces de ces lumières de tremblement de terre il y a des centaines d'années. Il y avait des flammes bleutées qui sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Retournons sur la plage une dernière fois. Si tu vois que l'océan prend une teinte rouge-brune, ne va pas dans l'eau ou même près de l'eau.
Cette marée rouge est causée par des algues toxiques et c'est un phénomène que tu peux trouver partout dans le monde. Ces algues toxiques peuvent être là, même si l'océan est d'une couleur normale. Avoir ces algues sur toi peut causer des problèmes de santé, alors si tu as été touché, rince-toi à l'eau douce aussi vite que possible. Tu marches sur la plage en direction de l'eau, mais quelque chose semble différent aujourd'hui. L'eau est d'un vert éclatant et ton nez se remplit d'une odeur bizarre d'œuf pourri. Dois-tu t'approcher pour vérifier quel est ce phénomène? Non. Arrête-toi tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vois s'appelle une prolifération d'algues nuisibles, également appelée efflorescence algale, et s'en approcher est une très mauvaise idée. Cet amalgame contient des algues qui peuvent produire des gaz toxiques très dangereux. C'est ce qui fait que certains lieux touristiques qui étaient autrefois populaires sont devenus déserts. Tu peux aller sur une plage au bord de la mer ou au bord d'un lac et voir quelque chose qui ressemble à de l'écume de couleur bleu-vert qui flotte sur ou juste en dessous de la surface de l'eau. En fait, cela ressemble à des sortes de traînées de peinture vert vif. Certaines fleurs d'eau, appelées marées rouges, peuvent aussi colorer l'eau en brun ou en rouge. Quoi qu'il en soit, si jamais tu vois quelque chose dans ce genre, essaie de te tenir à l'écart, de contrôler ta curiosité et de ne pas partir à la découverte de ce drôle de phénomène. Lorsque les algues se décomposent, des poches de gaz toxiques de sulfure d'hydrogène se retrouvent emprisonnées sous la croûte. Si tu marches sans le savoir sur une poche pareille, tu libéreras le gaz et pourras l'inhaler accidentellement. Autant te dire que cela risque de se finir tragiquement. Sur certaines plages, les bulldozers empilent les algues dans des camions à benne et les amènent dans des centres spéciaux. Là, les travailleurs sèchent les algues et s'en débarrassent. Mais parfois, ces centres doivent être fermés temporairement. Les algues mélangées à du sable et à de la boue sentent alors tellement mauvais que les habitants ne peuvent pas dormir la nuit à cause de cette puanteur. Il existe 3 types d'algues dangereuses qui peuvent devenir nocives. Les cyanobactéries, les dinoflagellés et les diatomées. Toutes sont composées de minuscules formes de vie flottantes qui utilisent la lumière du soleil pour créer leur propre nourriture. Les proliférations d'algues bleu-vert sont causées par les cyanobactéries. Elles produisent des toxines dangereuses qui détruisent les tissus nerveux. La situation peut devenir tellement grave que les stations d'épuration des eaux ne parviennent pas à se débarrasser de la toxine. Dans ce cas, il est recommandé aux habitants de ne carrément plus utiliser l'eau du robinet. Les dinoflagellés et une sorte de diatomée sont responsables de la création des marées rouges. Elles se produisent principalement dans les baies des océans. Pour qu'une marée rouge se forme, l'eau doit être chaude, salée et riche en nutriments. Ce genre d'efflorescence libère une énorme quantité de toxines différentes. Au Texas, avant, les marées rouges n'avaient lieu qu'une fois par décennie. Aujourd'hui, elles se produisent tous les 3 ans. En Floride, les marées rouges apparaissent tous les ans. Les diatomées sont longues et fines et peuvent produire des substances toxiques nocives pour l'homme. Pire encore, si certains crustacés comme les couteaux mangent beaucoup de ce plancton, ils deviennent eux aussi toxiques. C'est pourquoi les consommer peut mener à une catastrophe. C'est l'une des raisons pour lesquelles on surveille les eaux de la mer. Si les niveaux de toxines deviennent trop élevés, les plages sont fermées pour éviter la récolte des coquillages. Les proliférations d'algues nuisibles peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Elles suppriment tout l'oxygène de l'eau et entraînent la disparition de la vie marine. Mais la situation est encore pire lorsque les microbes commencent à décomposer les algues à la fin de cette prolifération. Ils consomment alors encore plus d'oxygène et aucun poisson ne peut plus y survivre. Cela crée d'énormes zones d'eau presque totalement dépourvues d'oxygène et de toute forme de vie végétale ou animale. Les proliférations d'algues nuisibles apparaissent dans les régions où l'eau contient trop de nutriments, et les nutriments les plus courants proviennent de l'agriculture et d'autres industries. De plus, les moussons d'hiver sont devenues plus chaudes et génèrent désormais plus d'humidité. Cela permet aux algues de se rassembler en d'énormes proliférations. Certaines d'entre elles deviennent si énormes que de gros tourbillons verts peuvent carrément être observés depuis l'espace. Mais toutes les proliférations d'algues ne sont pas nuisibles. Certaines d'entre elles ne font qu'ajouter un mauvais goût à l'eau, changer sa couleur ou produire des odeurs dégoûtantes. Malheureusement, tu ne pourras pas distinguer les algues toxiques des algues totalement inoffensives juste en les regardant. Les algues ne sont pas les seuls organismes qui semblent complètement inoffensifs. Voici d'autres habitants marins qu'il ne faut jamais toucher. La méduse Irukandji, qui vit en Australie, semble minuscule et totalement innocente. Mais les apparences sont trompeuses, et ce bébé de la taille d'un ongle humain est en fait mortel. Pendant la saison qui va de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend les méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Tu ne les verras tout simplement pas en nageant. Oups. La pieuvre aux anneaux bleus n'a pas juste l'air parfaitement inoffensive, elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Tu ne voudrais surtout pas tomber nez à nez avec cette créature relativement petite de 20 cm de long. Elle transporte suffisamment de venin pour assommer 26 adultes en quelques minutes. Et une fois que l'animal se sent menacé, tu peux probablement deviner le résultat. En même temps,
Si on ne la dérange pas, cette pieuvre est absolument docile. La fameuse méduse boîte, nommée ainsi en raison de sa forme cubique, vit dans les océans Indien et Pacifique. Reste à l'écart de cette créature qui possède une cloche carrée et de longs tentacules qui pendent. Et même si tu vois un seul tentacule sans méduse ni rien à l'autre bout, ne t'en approche pas et ne le touche pas. La méduse boîte peut grandir jusqu'à 3 mètres et chacun de ses tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques qui lui servent à injecter du venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses boîtes sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à toi en enroulant leurs minces tentacules autour d'un de tes membres ou de ton corps. Vu le danger que représente leur venin, je te jure que ce ne sera pas une expérience agréable. L'étoile de mer couronne d'épines a reçu logiquement son nom des épines venimeuses qui recouvrent tout son corps. C'est la 2e étoile de mer au monde en termes de taille. Elle peut mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre. Elle se nourrit de coraux et elle mange beaucoup. Une seule étoile de mer affamée peut manger plus de 30 mètres carrés de coraux en un an. Ces créatures ont également tendance à avoir beaucoup de bébés. Elles produisent plus de 500 millions d'œufs à la fois. Vraiment, elle fait bien son boulot. La raie pastenague à taches bleues est assez petite et vit principalement dans l'océan tropical Indien et l'océan Pacifique occidental, près des récifs coralliens. Cette créature ne mesure pas plus de 35 cm de diamètre et présente un motif de couleur assez frappant. Elle est jaune, avec des taches bleues électriques sur le corps et plusieurs bandes bleues sur la queue. Mais même si cet animal est assez joli, il ne faut jamais oublier qu'il est également très dangereux. Il peut te blesser avec les épines venimeuses de sa queue. Tu peux rencontrer des rascasses volantes dans l'océan Pacifique Sud et dans la mer des Caraïbes. Malgré ce que la plupart des gens pensent, il n'y a aucun problème à manger ce poisson. C'est lorsqu'elles sont vivantes que ces créatures présentent un réel danger. Tu peux te piquer accidentellement avec leurs nageoires pointues qui contiennent du venin. Si tu es un collectionneur passionné de coquillages, tu dois connaître de vue l'escargot conique. Avec une longueur d'environ 10 cm, l'escargot a l'air mignon et innocent. Mais cette vision est trompeuse, surtout si tu as affaire à une espèce tropicale. Imagine que tu trouves un joli coquillage et que tu le ramasses. Tu n'as pas peur, tes gants de plongée semblent t'offrir une protection parfaite. Mais les escargots coniques ont de minuscules protubérances en forme d'aiguilles qu'ils peuvent sortir de leur bouche. Et celles-ci sont pleines de neurotoxines mortelles. Ces harpons peuvent facilement traverser le tissu de ta combinaison de plongée. Mais le pire, c'est que son venin contient des analgésiques. Tu ne te rendras même pas compte que tu as été piqué. L'oursin fleur est entré dans le livre Guinness des records comme l'oursin le plus dangereux de la planète. Ces créatures vivent dans les océans Indien et Pacifique Ouest. Et même si un oursin fleur ressemble à quelque chose que tu aimerais voir dans ton aquarium, ne le touche jamais. Ils ont suffisamment de venin pour rendre tes vacances extrêmement désagréables. Ou super courtes. Le poisson-pierre est le poisson le plus venimeux du monde et il sait se camoufler. Oh chouette. Il peut si bien se fondre dans l'environnement que tu ne le verras pas, même si tu fais très attention. Il est donc très facile de marcher dessus. Une fois que la créature se sent menacée, comme lorsque tu essaies accidentellement de l'écraser, elle déploie les épines venimeuses qui poussent le long de son dos. Plus la pression est forte, plus le poisson produit de venin. La créature reste dangereuse même lorsqu'elle est hors de l'eau. Les aiguilles de mer d'Indonésie ne sont pas venimeuses, n'ont pas de dents acérées et resteront très probablement aussi loin de toi que possible. Le danger réside dans la forme du corps du poisson. Après tout, on ne l'a pas appelé aiguille pour rien. Les aiguilles de mer nagent près de la surface. En cas de danger, elles se lancent hors de l'eau et leur vitesse peut atteindre 60 km/h. Leur longue mâchoire transforme tout simplement ces poissons en lances volantes. Le poisson chirurgien rayé a reçu son nom en raison des épines qui poussent près de la base de sa queue. Lorsqu'un poisson se sent en danger, il bouge la queue et révèle des épines en forme de scalpel. Si tu ne te dépêches pas de partir, tu peux avoir plusieurs vilaines coupures. N'oublie pas que certaines espèces sont aussi venimeuses. Et surtout, passe une excellente journée à la plage. Tu marches le long de la rive. Tout est calme, excepté le clapotis paisible de l'eau. Le soleil chaud de Géorgie te frappe dans le cou. C'est là que tu remarques quelque chose d'étrange sur le sol. On dirait une pièce noire de 25 cents avec un étrange motif. Tu te penches pour regarder de plus près. Est-ce bien une pièce de monnaie ? Ce truc ressemble à un ancien sceau avec un symbole gravé dessus. Il provient probablement d'une civilisation disparue depuis longtemps. Tu pourrais le vendre et faire fortune. Tu t'accroupis sur un genou pour ramasser ton nouveau trésor. Dès que ton doigt le touche, tu retires vite ta main, car tu sens la peur s'infiltrer dans tes tripes. C'est poilu. Tu essayes de le ramasser à nouveau en enfonçant tes ongles dans la terre pour le sortir du sol. C'est alors que il se met à bouger. Ton cœur bondit dans ta poitrine. Il bat si fort que tu peux le sentir dans ta tête. La peur se transforme en horreur lorsque la pièce sort du sol en se tortillant. Ce n'est pas un trésor antique, c'est une énorme araignée. Une Cyclocosmia trincata pour être précis. Cette excroissance en forme de pièce de monnaie sur son dos lui sert de bouclier.
Cette terreur à 8 pattes s'enfonce dans le sol et le ferme comme un bouchon de liège afin que les ennemis affamés ne puissent pas l'atteindre. Ou tu sais, des humains géants et étourdis comme toi. Cette araignée est venimeuse, mais sa morsure n'est pas toxique pour l'homme, heureusement pour toi. Mais je n'ai pas dit que tu ne sentirais rien. Mieux vaut ne pas s'approcher du tout de ces crocs immenses. Aïe! Eh bien, tant pis pour tes finances. Peut-être que la fortune t'attend dans la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Tu marches sur un sol desséché quand tu remarques une longue bande blanche devant toi. Tu t'en rapproches, on dirait un super long ver, tu te dis. Mais il ne bouge pas comme n'importe quel ver que tu as déjà vu. C'est là que tu réalises qu'il a des bras et une tête. Cette créature pâle aux yeux noirs en forme de perle est un lézard taupe du Mexique. Il vit dans le sol où se trouve tout son menu, composé d'insectes et de termites. Il sort rarement, alors tu as de la chance d'être tombé sur ce reptile bizarre. Te voilà dans une forêt tropicale au nord-est de l'Australie. Devant toi, à moitié caché parmi les arbres, tu remarques quelque chose de grand et de rond. Cette mystérieuse silhouette étendue sur le sol est couverte de poils noirs. Au départ, tu penses que c'est un ours recroquevillé et endormi, mais cela n'aurait aucun sens. Il n'y a pas d'ours en Australie. Tu t'en rapproches et tu sens qu'une brindille craque sous ton pied. La chose t'entend et se met sur ses pattes. Elle se tourne vers toi et tu vois maintenant que c'est un oiseau bizarre et magnifique. Ses poils noirs ne sont en fait qu'un épais manteau de longues et fines plumes. Cette formidable poule a une tête bleu vif avec une grande corne sur le dessus. Elle repose sur 2 solides pattes avec une griffe en forme de poignard sur chacune d'entre elles, qui peut être aussi longue que ta main. Si tu enlèves ses plumes, tu pourrais confondre cette bête avec un vélociraptor. Mais c'est en fait un casuaridé, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il pourrait sauter tout droit par-dessus ta tête s'il le voulait. Il est certainement assez grand pour te donner un coup de pied dans la poitrine. Et ses coups sont assez puissants pour te briser un os. Sans parler de cette griffe qui peut couper n'importe quoi comme du beurre. Cet oiseau est programmé pour chasser et éviter d'être chassé. Ne pense même pas à t'enfuir, à moins que tu ne puisses toi aussi sprinter à plus de 50 km/h. Plonger dans ce lac là-bas ne pourra pas non plus te sauver. Cet oiseau est un excellent nageur. Il est préférable de reculer lentement et d'espérer qu'il ne va pas te poursuivre. Une autre créature qui prouve qu'il vaut mieux garder ses mains pour soi est la fourmi panda. Son nom est explicite. Elle est noire, blanche et poilue comme le plus mignon des mâcheurs de bambou. Ce petit bougre poilu vit dans les forêts du Chili, mais ne va surtout pas caresser cette petite fourmi dufteuse. Ce que tu regardes n'est pas une fourmi du tout, c'est une espèce de guêpe. Cette coloration en noir et blanc a un objectif, avertir les autres de la puissante piqûre de cet insecte. Et si cela ne suffit pas à te faire reculer, la guêpe émettra un couinement. Cela semble mignon pour nous, les humains, mais cela signifie qu'une piqûre douloureuse est imminente. Ces insectes sont solitaires, ne vivent pas en colonie et n'ont pas de nid. Ce sont aussi des parasites. Une fourmi panda femelle pond des œufs à côté des larves d'un autre insecte. Ensuite, les bébés éclos utilisent ces larves comme nourriture. Tu as sûrement déjà vu des insectes qui ressemblent à des feuilles et des brindilles. Mais qu'en est-il d'une créature qui ressemble à une belle orchidée ? Tu peux trouver cette fleur odorante dans la forêt ou dans un champ parmi d'autres plantes. Mais assure-toi que c'est bien une fleur que tu te prépares à sentir, parce que sinon, tu risques d'être mordu par une menthe religieuse. La menthe des orchidées est presque impossible à distinguer des fleurs. Elle est de couleur blanc-rose, avec des pattes et des griffes qui ressemblent à de petits pétales. Elle utilise sa ressemblance avec la plante pour se cacher des prédateurs et chasser les insectes qui les aiment. Ainsi, si un papillon ou une abeille vole jusqu'à la fleur, soudain, pop, un de ses pétales se met en mouvement. L'innocent insecte peut alors croire à un simple coup de vent, mais alors, le joli pétale d'œuf se transforme en une griffe acérée qui s'empare soudain de l'insecte. Maintenant, imagine que tu es dans la jungle du Costa Rica. Tu remarques un serpent marron assis sur une branche d'arbre devant ton visage. Le serpent semble sur le point de t'attaquer. Tu veux t'enfuir le plus loin possible, mais tu remarques que ce serpent est inhabituellement court et il ne se déchaîne pas sur toi. Tu attends, mais le serpent continue à te fixer. Il ne siffle même pas. Heureusement pour toi, il ne te mordra jamais, parce que ce n'est pas un serpent, mais une chenille. La chenille sphinx peut changer la forme de son corps pour ressembler à un serpent menaçant. Cela lui permet d'effrayer facilement ses ennemis affamés. Les couleurs et les motifs de sa peau imitent les écailles et les yeux d'un serpent.
Cet insecte sait aussi se déplacer comme le reptile. Un maître du déguisement, celui-là. Sortons de la jungle chaude et allons en Europe centrale. Tu es maintenant au milieu d'une prairie verte et ensoleillée. De nombreuses fleurs colorées s'y épanouissent, les oiseaux chantent et les abeilles bourdonnent. Parmi ces abeilles, il y en a quelques-unes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il te sera difficile de distinguer les imposteurs, mais si tu regardes vraiment de près, tu verras le grand bombil doré se déplacer dans l'air. Elle ressemble à un bourdon, mais en fait, c'est justement le plus grand ennemi du bourdon. Le grand bombil doré se faufile dans les nids d'abeilles et y pond des œufs. Ses larves éclosent et se nourrissent des abeilles et du nectar des fleurs. Sa coloration jaune et noire permet à l'intrus de passer complètement inaperçu. Le camouflage le protège également de ses ennemis. S'il pense qu'il va se faire piquer par un bourdon, rien ne pourra jamais toucher cet insecte. Le prochain arrêt de ton voyage est la forêt tropicale du sud de la Thaïlande. Sois très prudent et fais attention à ce que tu fais. Non pas parce que le prochain animal est venimeux ou mort, mais parce que tu risques de marcher accidentellement dessus. Les feuilles des arbres sont tombées et ont pris une teinte gris-brun. Parmi ces feuilles, il est difficile de distinguer la grenouille cornue de Malaisie. La forme de son corps, sa couleur et surtout les excroissances pointues qui sortent au-dessus de ses yeux lui permettent de se cacher parfaitement parmi les feuilles mortes. Cette grenouille peut rester assise pendant des heures au même endroit en attendant que son prochain repas soit assez proche pour pouvoir l'engloutir. Maintenant, tu es dans un jardin. Tu aperçois une belle fleur lumineuse et un petit oiseau qui plane près d'elle. L'oiseau bat des ailes si rapidement que tu peux à peine les voir. Et ce long bec en forme d'aiguille te fait tout de suite penser que tu regardes un colibri. Mais dès que tu t'approches, tu réalises que ce n'est pas un oiseau, mais un insecte. Heureusement, le sphinx colibri n'est pas venimeux et ne pique pas. Ce n'est qu'une charmante petite créature qui décore le jardin de sa présence. Beaucoup de gens cultivent même des plantes riches en nectar pour attirer ces papillons de nuit. En voilà une bonne idée! Si pour une raison quelconque tu décides de réveiller un panda géant endormi ou de le câliner, n'oublie pas que c'est une mauvaise idée. Même les gros chats intrépides, comme les panthères des neiges, n'hésitent pas à déranger les pandas dans la nature. Ceux que tu vois au zoo ne sont peut-être pas très actifs, mais ils ont quand même une mâchoire massive qui peut infliger une morsure puissante. Leur énorme faux pouce leur permet de bien saisir leurs ennemis. La chose la plus déroutante chez le léopard de mer est sa bouche, qui semble toujours souriante. Mais ce sont en fait des animaux plutôt agressifs et des chasseurs solitaires efficaces. Ils aiment jouer au chat et à la souris avec leur nourriture, qui comprend des pingouins, des poissons, des calmars et même des phoques plus petits. Il n'y a pas si longtemps, un phoque léopard a même traîné un biologiste marin sous l'eau. Arrête de jouer avec ta nourriture. Les fourmiliers se nourrissent d'insectes, d'agrumes et d'avocats. Attention, ils n'ont pas de dents, ont une mauvaise vue et une mauvaise ouïe. Un peu comme mon oncle Jean-Michel. Ils ne sont pas agressifs et restent loin des gens. Mais si les humains marchent sur leurs traces, les fourmiliers peuvent devenir féroces et se battre. Ils se mettent sur leurs pattes arrière, utilisent leur queue pour s'équilibrer et attaquent avec leurs griffes qui sont assez fortes pour blesser un jaguar ou un Land Rover. Les alpagas duveteux peuvent sembler affectueux, mais ils ont toujours des moyens de se défendre. Ils peuvent cracher jusqu'à 3 mètres et il est préférable d'éviter que cette substance ne se retrouve dans les yeux car elle contient de l'acide gastrique et de l'herbe mâchée. Ils peuvent mordre avec leurs dents de combat acérées qui se trouvent à l'arrière de leur bouche. Et ils ont aussi des orteils souples pour donner un bon coup de pied à leurs ennemis. Ils ne peuvent pas vraiment faire plus de dégâts que ce que tu pourrais obtenir dans une bagarre avec un enfant, mais il vaut mieux ne pas les contrarier. Il y a 3 choses qui font ressortir le mauvais côté d'un diable de Tasmanie. Quand il y a un prédateur à proximité, quand ils sont en compétition pour un partenaire, et quand ils protègent leur repas. Bugs Bunny aussi, mais c'est un dessin animé. Ces types se nourrissent normalement d'insectes, d'oiseaux, de grenouilles et de poissons, et ils préfèrent les fouilles à la chasse. Mais si tu t'introduis dans leur maison pour une raison quelconque, prépare-toi à une morsure douloureuse. Leurs dents sont assez fortes pour ronger à travers les os. Les éléphants sont si intelligents qu'ils comprennent les sentiments des autres éléphants. Et ils essaient même de s'entraider. Ils peuvent aussi se venger des gens qui les ont contrariés. Les éléphants bloquent parfois les routes et se montrent dans les villages des gens qui ont été méchants avec eux. Les éléphants mâles sont particulièrement agressifs quand ils se battent pour les femelles. Fais attention à ces énormes pattes, elles peuvent vraiment faire des dégâts. Tu ferais mieux de préparer ta trompe. Les poissons globes peuvent gonfler jusqu'à plusieurs fois leur taille normale pour se protéger des prédateurs. Mon beau-frère peut le faire aussi. Je plaisante.
La plupart des animaux ne devraient pas essayer de les manger de toute façon. Il y a assez de poissons en eux pour achever 30 personnes. Et il n'y a pas d'antidote. Alors si tu es seul, tu devrais inviter des amis pour répandre le poison. Non, je deck. Les cygnes ont tendance à considérer les humains comme le plus grand danger pour leur foyer et leur famille. Les cygnes mâles sont particulièrement agressifs pendant la saison de nidification printanière d'avril à juin. Lorsque les kayakistes, les rameurs ou les pêcheurs s'approchent trop près de leur nid, les cygnes se mettent à siffler et à battre des ailes. Si tu ne fais pas attention à ces signaux d'avertissement, le cygne peut même essayer de retourner ton bateau. Les dauphins sont la seule espèce sur la planète, à part les humains, qui peut prendre la vie d'une autre créature sans raison logique. Les mâles s'attaquent parfois aux femelles ou même aux bébés dauphins, et ils ne le font pas pour se nourrir. Si un dauphin en colère te prend en chasse, tu n'as aucune chance de le semer à la nage. Ils peuvent se déplacer à une vitesse de 32 km/h. La vitesse de pointe du nageur olympique Michael Phelps n'est que de 10 km/h. Il ne peut donc pas t'aider. Les lorisselans sont les seuls primates venimeux au monde. Ils portent du poison dans leur coude. Il est transféré dans leur bouche pendant le toilettage pour protéger leur bébé. De plus, ils effraient les prédateurs tels que les pitons et les faucons aigles en utilisant des marques spéciales qui montrent à quel point ils sont redoutables. Si un lorisselan mord une personne qui se retrouve sur son territoire ou l'agace, il peut en résulter des éruptions cutanées, un choc anaphylactique ou bon, tu sais, pire encore. Malgré leur poids massif et leur corps maladroit, les hippopotames peuvent courir beaucoup plus vite que les humains. Et ils ont des dents beaucoup plus aiguisées. Si tu les gênes dans leur course vers le point d'eau, leur agressivité s'en ressent. Mais avant de t'attaquer, ils te donneront quelques signes d'avertissement. Si tu vois un hippopotame bâiller ou faire un bruit qui ressemble à un rire, cela signifie qu'il est sur le point de s'énerver. C'est assez déroutant, pas vrai? Les pieuvres à anneaux bleus sont vraiment minuscules, mais leur venin est 1000 fois plus puissant que le cyanure. Elles l'utilisent normalement pour chasser les crevettes, les crabes et les petits poissons. Si cette créature se sent menacée, elle fait clignoter ses anneaux bleus en guise d'avertissement. Si tu ne fais pas attention, elle peut te mordre. Tu ne remarqueras peut-être pas la morsure elle-même, mais quelques minutes plus tard, tu constateras sans doute plusieurs des symptômes. Nausées, engourdissements, et même la perte de tes sens et de tes capacités motrices. Fais donc attention. Les cônes sont une créature très dangereuse. Ils perforent leurs victimes avec une dent qui ressemble à un harpon, puis leur injectent leur venin. Si un cône plus petit t'attaque, tu auras l'impression que c'est une piqûre d'abeille. Mais si tu as la malchance de rencontrer un plus gros, cela peut provoquer un engourdissement, un gonflement, une paralysie musculaire, des changements dans ta vision et même des difficultés respiratoires. Les bernaches du Canada vivent près des humains depuis des années. Mais elles se méfient toujours de nous, surtout pendant la saison des amours au printemps. À cette période, les mâles peuvent poursuivre et mordre des personnes qui semblent être une menace pour leurs compagnons, leurs œufs ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par cet oiseau très en colère, la meilleure chose à faire est de t'éloigner lentement. Les écureuils ont beaucoup d'ennemis, aussi bien dans la nature que dans les villes. Leur superpuissance contre tous et leur vitesse et leur agilité. La plupart du temps, il est tout à fait sûr de s'approcher d'eux, mais ils peuvent toujours être imprévisibles comme n'importe quel animal sauvage. Ils mordent de temps en temps et attention, ils sont porteurs d'infections comme la rage. Ils sont plus susceptibles de s'en prendre à des animaux domestiques ou à tes enfants, mais ils peuvent aussi mordre des adultes. Alors pour être sûr, marche toujours derrière tes animaux domestiques ou tes enfants pour les utiliser comme bouclier. Ah, je déconne. Si jamais tu vois un kangourou se lever sur ses pattes de derrière, recule. C'est leur façon de t'avertir qu'ils pensent que tu es une menace pour leur femelle ou leur nourriture. Ce sont de vrais pros de la boxe. Ils ont de très longues pattes et des griffes acérées. Les kangourous sautent en l'air pour donner une force supplémentaire à leurs coups de pied qui sont assez puissants pour briser des os. L'ornithorynque n'a pas de dents et il se nourrit principalement d'insectes et de crustacés. C'est l'un des 2 seuls mammifères qui pondent des œufs. Mais ces espèces étranges peuvent quand même te faire du mal. Les mâles ont des éperons aigus cachés sur les talons de leurs pattes arrière. Ces éperons contiennent un venin assez puissant pour tuer un chien. Les koalas s'hydratent principalement en mangeant des feuilles d'eucalyptus. Et leurs dents et leurs griffes acérées leur procurent toute la protection dont ils ont besoin. Lorsqu'un koala griffe quelqu'un qui veut le câliner un peu trop fort, il peut transmettre des infections désagréables. Les ratons laveurs peuvent facilement s'adapter à n'importe quel environnement, y compris ton derrière. Ils s'attaquent rarement aux humains mais peuvent endommager tes biens et te rendre malade. Ils vont partout pour trouver de la nourriture, des poubelles aux nids d'oiseaux, et c'est là qu'ils peuvent attraper un grand nombre d'infections différentes. Outre la maladie, les ratons laveurs peuvent donner aux humains de vilaines blessures qui mettent du temps à guérir. Lorsqu'il pense que tu menaces sa digue, un castor se met à frapper l'eau avec sa queue en guise d'avertissement. Si tu l'ignores, il essaiera d'utiliser ses dents acérées contre toi pour protéger sa famille. Il est donc préférable de se contenter de faire demi-tour
et le laisser tranquille. Les loutres passent une grande partie de leur temps à nager sur le dos et elles ne se soucient pas de nettoyer après elles. C'est pourquoi elles laissent toujours traîner des morceaux de poisson qui attirent les insectes porteurs de maladies. En plus d'être très désordonnées, elles ont aussi des dents puissantes qui peuvent être utilisées contre tout visiteur indésirable. Les cassowaries sont les oiseaux les plus dangereux de la planète. L'un d'eux peut peser autant qu'un adulte humain et ils possèdent de longues et puissantes pattes et des griffes acérées. Ils peuvent te poursuivre à une vitesse de 48 km/h. Mais heureusement, ils essaient d'éviter les combats. Mais si tu ne veux pas être la cible de leurs mouvements de karaté, garde une distance de sécurité et ne les provoque pas. Compris ? Bien. Bon, c'est un jeudi soir pluvieux et tu es bien au chaud dans ton fauteuil avec une tasse de chocolat chaud et une nouvelle vidéo sympa. Soudain, tu vois une ombre effrayante au-dessus de toi. Il y a un monstre sur le mur avec 100 pattes et des antennes sur la tête. Tu commences à composer le 112 et appeler ta mère en même temps. Mais pendant que tu es au téléphone, ton invité se déplace à la vitesse de l'éclair. 2 secondes et tu ne le vois plus. Tu prends un balai et tu te caches dans ton placard. De tes mains tremblantes, tu ouvres le navigateur et tapes « Bête effrayante dans ma maison ». Tu fais défiler les pages avant de trouver enfin la bonne. 1000 pattes de maison. Il s'avère qu'il possède 15 paires de pattes, 2 yeux bien développés et 2 longues antennes très sensibles qui lui servent à capter les odeurs et les vibrations. Il transporte du venin dans les pattes situées près de la tête et de la bouche. Et il peut tenir plus d'une proie entre ses pattes en les utilisant comme un lasso. Tout cela fait de ton invité un excellent chasseur. Globalement, toutes les pages web que tu regardes te disent de laisser la bête tranquille et de te réjouir qu'elle soit chez toi. Beaucoup de gens essaient de s'en débarrasser, mais les 1000 pattes de maison sont un moyen naturel et gratuit de lutter contre les parasites dans ta maison. Ils t'aideront à te débarrasser des insectes, des mouches, des fourmis, des mites, des araignées, des termites et même des cafards. Quant à toi, en tant qu'humain, tu ne fais tout simplement pas partie de leur menu. Ce sont des chasseurs nocturnes actifs et ils ne laissent ni toile ni quoi que ce soit d'autre nulle part. Ils ne construisent pas non plus de nid dans les maisons et ne grignotent pas tes meubles, tes vêtements, ta nourriture ou tes animaux de compagnie. Ils se déplacent sans faire de bruit et sans laisser de traces de saleté derrière eux. Les 1000 pattes de maison ne sont porteurs d'aucune maladie et dans 99% des cas, ils sortent la nuit quand on ne les voit pas. Ils bougent sans cesse à la recherche de proies. Comme ils se déplacent rapidement, il est possible que tu ne les vois pas du tout. Ils n'essaieront de mordre que si tu les attaques en premier. Et même dans ce cas, ils ne peuvent pas mordre à travers la peau. Leur morsure ressemble à une petite piqûre d'abeille, rien de trop fort. Cela ne semble pas si horrible et tu es presque prêt à sortir de ta cachette. Ah, tu cries comme une fillette, il est encore là. Vite, tu ne te sens toujours pas à l'aise de partager ta maison avec cette créature à plusieurs pattes. Tu prends un bocal et un papier, elle court à travers la pièce, elle est sous l'étagère, attends qu'elle sorte pour l'attraper. Tu éteins les lumières pour qu'elle se sente plus à l'aise. Elle ne bouge plus et c'est fait. Tu l'emmènes dehors en espérant qu'elle fera encore son travail de lutter contre les parasites. Tu décides de protéger ta maison contre d'autres hôtes indésirables. Alors les 1000 pattes de maison aiment l'humidité et adorent surtout traîner dans les salles de bain et les sous-sols. Tu descends les escaliers et rebouches toutes les fissures dans le sol et les murs. Tu vérifies l'étanchéité de tous les tuyaux de la salle de bain et de la cuisine. Parfait. Il est maintenant temps d'aller dehors et d'enlever les feuilles et les branches sèches. Les 1000 pattes adorent se cacher dessous. Tu as bien travaillé cette nuit. Tu décides de regarder la télévision. Aïe, quel monstre! C'est une araignée Goliath, la plus grande araignée du monde. Et tout comme le 1000 pattes, elle a l'air bien plus effrayante qu'elle ne l'est en réalité. Le régime du Goliath comprend des insectes, des grenouilles et des rongeurs. Elle vit dans le nord de l'Amérique du Sud. Malgré son énorme taille, elle ne peut pas blesser un humain avec son venin, pas plus qu'une piqûre d'abeille. Le prochain invité de l'émission est le requin-baleine. Ce n'est évidemment pas un insecte, c'est le plus grand requin et poisson du monde. Il est un peu plus grand qu'un bus de 2 étages et aussi lourd que 5 éléphants. Il possède 300 petites dents dans la bouche et les utilise pour manger du plancton et parfois des poissons. Le requin-baleine nage lentement et est le plus gentil de tous les requins. Il joue même avec les plongeurs. En fait, les humains sont plus dangereux pour eux qu'ils ne le sont pour les humains. Malgré son énorme taille, le 1000 pattes géant africain est un gars timide qui préfère se cacher sous les rochers toute la journée. La seule chose qu'il peut attaquer, ce sont les feuilles sèches sur le sol. Ainsi, il joue son rôle pour l'environnement.
Les diables cornus de l'Australie sont des lézards qui ont des piques effrayantes sur tout leur corps. Ils se déplacent dans les broussailles et les déserts à la recherche de fourmis. C'est leur unique repas et ils peuvent manger des milliers de petites fourmis par jour. Ils les attrapent avec leur langue collante, ils utilisent leurs piques pour se protéger des prédateurs et ne s'attaquent jamais à un humain. Leur super pouvoir est de changer de couleur en fonction de la température. Les Centuriosenex vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces chauves-souris ne mangent que des fruits et la forme de leur visage et de leur peau les aide à les attraper. Elles ont de terribles manières à table et mettent complètement leur visage dans leur repas. Toutes ces rides permettent au jus de fruits de s'écouler directement dans la bouche. Oh, quelle bonne idée! Je devrais essayer cela moi aussi. Les ayés sont des lémuriens qui vivent à Madagascar. Une vieille superstition locale dit que rencontrer l'un d'entre eux porte vraiment malheur. En fait, ce sont des créatures inoffensives qui se nourrissent d'insectes et de larves. Ils tapent rapidement sur les troncs d'arbres pour trouver de la nourriture et la sortir avec leurs longs doigts du milieu. Les ayés préfèrent rester sur les arbres et se posent à peine sur le sol, de sorte qu'il est peu probable que tu en vois un de toute façon. Si jamais tu vas au Népal ou en Inde et que tu tombes sur un crocodile avec un nez long et étroit, ne panique pas, c'est un gavial. Les crocodiles sont leurs parents les plus proches, mais les gavials n'en sont pas réellement. Ils constituent une espèce unique. Leur nez bizarre est parfaitement adapté pour attraper des poissons. C'est leur nourriture préférée. Ces animaux sont des parents aimants et attentionnés et sont des créatures super timides. Ils se cachent des humains et ne les attaquent jamais. Les serpents laitiers de l'Est ressemblent énormément aux serpents corail, mais contrairement à cette créature très venimeuse, ils sont totalement inoffensifs. La nature leur a donné des anneaux de couleur vive pour tromper les potentiels prédateurs et leur faire croire que ce sont des serpents corail. Grâce à ce mimétisme, ils survivent dans différents endroits, des plaines rocheuses aux zones agricoles et aux granges. Certaines personnes possèdent même des serpents laitiers comme animaux de compagnie. Ok, mais il vaut mieux que tu vérifies bien les motifs de couleur avant. Les tortues mata-mata sont super paresseuses. Elles ne nagent même pas, mais marchent dans les ruisseaux et les marécages, où le débit d'eau est très réduit. Elles ne sortent de l'eau que pour pondre des œufs. Les mata-mata ne chassent pas, mais attendent que leur nourriture passe. Lorsqu'elles voient un poisson, elles tendent le cou et l'avalent comme un aspirateur. Elles doivent le faire parce que leurs mâchoires ne peuvent même pas mâcher. Les pauvres! La diacrisie de Virginie a aussi peur de toi que toi d'elle et essaie d'éviter le contact à tout prix. Leurs nourritures préférées sont les feuilles, bouleaux, saules, érables, noix, choux, etc. Elles mâchent les parties charnues et laissent le squelette de la feuille derrière elles. Si tu les embêtes vraiment, elles essaieront de se protéger. Mais la marque la plus grave qu'elles peuvent infliger est une légère irritation de la peau. Si tu les embêtes vraiment, elles se serviront d'un nunchaku. Aïe! Mais non, je plaisante. Les vautours ont un bec et des serres tranchants et une réputation de méchants. Mais en fait, ils ne blesseront jamais un être vivant. Leur préférence culinaire se porte sur les carcasses d'animaux. Miam! De cette façon, ils font du monde un endroit plus propre et plus sain, en contrôlant les cadavres, quoi. Contrairement à la plupart des oiseaux qui ont une vision à 360 degrés, les vautours ne se concentrent que sur ce qui se passe en dessous d'eux avec leur vision à 60 degrés. Les isopodes géants sont de proches parents des crevettes et des crabes qui vivent dans les profondeurs de la mer. Leur corps ressemble à celui d'un extraterrestre avec des dizaines de griffes aiguisées sur le ventre et 4 jeux de mâchoires pour chasser. Mais ils n'ont pas toujours de nourriture autour d'eux. C'est pourquoi ils ralentissent leur métabolisme pour économiser de l'énergie et vivent constamment en semi-hibernation. Lorsqu'ils sont en danger, les isopodes géants se recroquevillent en une petite boule et se cachent pour que personne ne puisse les trouver. Le condylure étoilé a la taille d'un hamster et est la mangeuse la plus rapide du monde. Elle presse cette étoile effrayante sur le sol pour découvrir ce qu'il y a dans 10 à 12 endroits différents en une seconde. L'étoile contient 100 000 fibres nerveuses qui envoient des informations au cerveau de la taupe. Pas mal comme manière de compenser leur vue quasi inexistante. Cela lui sert pour chasser des insectes facilement, tout en étant parfaitement inoffensif pour l'homme. Les amblipiges, contrairement à leurs congénères scorpions, ne transportent pas de venin ou de toxines et ne peuvent pas mordre, piquer ou blesser les humains de quelque manière que ce soit. Ils ne peuvent même pas mâcher, alors ils s'assoient et attendent le passage d'un insecte qu'ils détectent avec leurs pattes. Ils font d'excellents animaux de compagnie et leurs propriétaires peuvent les poser sur leur visage sans avoir de crainte. C'est bon, tu y vas en premier, moi je vais... regarder d'ici. Boum!
Imagine une énorme explosion. Ce boom est loin d'être suffisant pour illustrer la détonation la plus puissante que tu aies jamais vue. En effet, c'est carrément un lac tout entier qui vient d'exploser. Tout ce que tu voulais faire, c'était allumer des feux d'artifice dans ce lieu pittoresque. Mais visiblement, tu as totalement zappé le panneau « Danger, feu strictement interdit ». Et maintenant, un terrible mur d'eau fumante se précipite à toute vitesse sur toi. Mais d'abord, revenons au début de l'histoire. Tu es à Alberta, au Canada, et tu viens d'arriver au lac Abraham pour faire la randonnée de ta vie. Le lac est gelé et la vue est superbe. Ces bulles sous la glace ressemblent à des centaines de méduses gelées. En réalité, elles sont faites de méthane, un gaz toxique et hautement inflammable produit par les bactéries qui vivent au fond du lac. C'est pourquoi le panneau est là. Si tu allumes une allumette sur cette glace, tu pourrais prendre feu. Heureusement, tu en as pris note en venant ici et tu as rangé les feux d'artifice que tu voulais allumer. Très bien. Maintenant, un autre endroit, une autre époque, un autre lac. Celui-ci n'est pas gelé, en fait, il n'a probablement pas connu d'hiver depuis la dernière période glaciaire. Nous sommes au Cameroun à présent et l'endroit s'appelle le lac Nyos. Il a l'air paisible, mais ne t'y trompe pas. Ses eaux brun-orangé cachent un secret mortel. Le lac se trouve au sommet d'une zone très volatile et les fissures de son fond laissent échapper d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Lorsque le sol se déplace, ce gaz se déverse hors du lac et s'écoule sur des kilomètres autour de celui-ci. Les concentrations sont si élevées qu'un seul souffle pourrait te faire perdre connaissance et tu n'aurais carrément aucune chance de te réveiller. Tu imagines le tableau. Mais le plus inquiétant, c'est que le CO2 n'a ni odeur ni couleur. Donc on ne peut même pas le voir venir. Les autorités locales ont mis en place un système de tuyaux qui draine le gaz du lac, le rendant relativement sûr pour les personnes et les animaux à proximité. Et un autre lac toxique, le Kivu, à la frontière du Congo et du Rwanda, a même été aménagé pour fournir de l'énergie à des millions de personnes grâce à ces gaz. Puisque nous sommes en Afrique, allons jusqu'à visiter la dépression de Danakil en Éthiopie. Surnommée l'endroit le plus chaud de la planète, elle porte bien son nom. Le ravin est parsemé de sources d'eau extrêmement chaudes, d'étangs d'acide toxique et de volcans actifs. Le paysage est juste hallucinant et il s'agit probablement du seul endroit habité sur Terre où aucune vie ne peut exister. Oui, c'est un oxymore, je sais. Le peuple Afar vit ici toute l'année et récolte le sel autour des sources pour en faire le commerce, alors que les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve de vie microbienne dans celui-ci. Les humains sont connus pour s'installer partout, jusque dans des endroits que, normalement, n'importe qui devrait plutôt avoir tendance à fuir. Prenons l'exemple du mont Tambora en Indonésie. Des milliers de personnes vivaient sur et autour de ces pentes depuis des siècles, jusqu'à ce jour fatidique de 1815. Le Tambora est un volcan, et cette année-là, il a décidé d'entrer en éruption, ce qui a provoqué une explosion qui a tout effacé sur l'île. Elle a été entendue à près de 1000 km de là. Il a craché tellement de cendres volcaniques qu'elles sont retombées sur les îles environnantes et ont provoqué une année sans été dans tout l'hémisphère nord. C'était l'éruption la plus puissante des 10 000 dernières années. Et après celle-ci, le mont Tambora a perdu jusqu'à 1524 mètres de sa hauteur. Mais revenons à notre époque. Il y a une île que tu n'auras jamais le droit de visiter. Mais je parie que tu voudrais l'éviter à tout prix de toute façon. L'île aux serpents, au Brésil, abrite des milliers de serpents, comme son nom l'indique. Dès que tu poseras le pied sur son sol, tu courras le grand risque d'être mordu par une vipère. L'île est également le seul endroit où il est possible de rencontrer une vipère à tête de lance dorée. La rencontre d'une vie, assurément. Cet endroit est si dangereux que le Brésil en a interdit totalement l'accès aux touristes et à tout autre visiteur. Bon, je vais changer de plan alors. Maintenant, enfile tes vêtements les plus chauds et n'oublie pas ton chapeau en fourrure. Nous allons à Oymyakon, en Russie. C'est une petite ville du Grand Nord et c'est aussi l'endroit habité le plus froid de la planète. Le seul endroit sur Terre où la température moyenne est plus basse, c'est l'Antarctique. Alors c'est pour te dire à quel point il y fait glacé. En hiver, si tu oublies de mettre un pull, un autre pull, encore un autre pull et un manteau de fourrure, tu seras frigorifié jusqu'à l'os en quelques secondes. Ici, les températures chutent jusqu'à moins 71 degrés Celsius. Les fruits frais se transforment en morceaux de glace en quelques minutes et deviennent si durs qu'ici, tu pourras utiliser une pomme pour enfoncer des clous dans le bois. Avant de congeler sur place, allons dans un endroit où aucun bateau ne pourra t'emmener, la côte des squelettes en Namibie. Non, sérieusement,
Tu ne peux arriver ici qu'en voiture ou en avion, car les bateaux et les navires ne s'approchent pas de cet endroit. Les eaux sont très traîtres et les coups de vent soudains font tourner les bateaux et les projettent contre les rochers acérés qui se cachent sous l'eau pour éventrer leur coque. La côte elle-même s'étend sur des centaines de kilomètres et est divisée en 2 parties, l'une au sud et l'autre au nord. Les visiteurs à bord de véhicules tout-terrain sont autorisés à entrer librement dans la partie sud, mais seules 800 personnes par an peuvent se rendre dans la partie nord et seulement dans le cadre de visites guidées. On sait que beaucoup de gens se sont perdus à jamais dans ce désert, et c'est un endroit vraiment redoutable. Il doit son nom aux nombreuses carcasses d'animaux qui y sont trouvées. Pourtant, environ 50 000 indigènes parviennent à survivre ici, avec des animaux qui se sont eux aussi adaptés. Phoques, lézards, hyènes et même éléphants. Qui pourrait croire qu'il existe une machine de destruction massive en plein cœur de l'Europe? Eh oui, Naples, l'une des villes les plus célèbres d'Italie, est construite au sommet d'un supervolcan en activité. En 2018, des scientifiques ont remarqué que cette énorme montagne accumulait du magma dans ses profondeurs. Ils affirment que ce volcan n'est pas réellement susceptible d'entrer en éruption dans un avenir proche. Mais il existe un volcan plus petit, mais non moins dangereux à quelques kilomètres de là, le tristement célèbre Vésuve. Tu as sans doute déjà entendu parler de lui. C'est lui qui est entré en éruption, voilà 2000 ans, recouvrant de cendres et de magma la ville romaine de Pompéi. Le Vésuve est actif depuis longtemps et les citoyens, comme les visiteurs de Naples, mettent leur vie en danger chaque fois qu'ils passent en ville. Alors tant qu'on y est, autant essayer la pizza. Le nord-est de la France est également un endroit peu accueillant. Depuis les années 1920, il existe une zone baptisée « zone rouge » déclarée interdite au public. Si par hasard tu te retrouvais dans cet endroit désolé, tu ne verrais que des plantes cramées et une terre brûlée, en complète opposition avec les paysages luxuriants du reste du pays. Le sol et l'air sont tellement pollués que les gens n'ont pas le droit d'y entrer par crainte de s'asphyxier. De toute façon, rien ne peut survivre dans cette zone rouge. Il y a une île habitée au Japon qui a été fermée aux voyages aériens pendant 8 ans. Miyake-jima est en fait un volcan sur les pentes duquel vivent des gens, mais il entre en éruption tous les 20 ans environ, sachant que la dernière ayant eu lieu en 2000. Normalement, le volcan ne déverse pas de lave, mais il rejette d'énormes nuages de gaz sulfurique toxiques. Et n'oublie surtout pas ton masque. À propos, sache qu'au plus fort de son activité, les habitants de l'île devaient porter des masques à gaz en permanence avec eux. Et même des années après l'éruption, ils avaient encore le réflexe de prendre ces masques avec eux, juste au cas où. Je peux les comprendre. Non loin de là où nous venons d'aller, dans la région russe du Kamtchatka, se trouve une vallée incroyablement belle dans laquelle personne ne veut pourtant rester trop longtemps. On l'appelle sinistrement la vallée de la mort et elle se trouve au pied d'un autre volcan en activité. Lorsque la montagne laisse échapper ses fumées, spoiler, assez souvent, les gaz toxiques plus lourds que l'air dévalent ses pentes et se déversent dans la vallée. Les plus petites créatures n'ont aucune chance de survivre en respirant ces gaz. Et même les plus grands animaux et les humains auront du mal à s'en sortir indemnes. Une autre destination de vacances mortelle est le détroit de Salstromen en Norvège. Il a l'air calme et magnifique et tout y donne envie de se baigner joyeusement dans ses eaux. Mais ne t'y aventure surtout pas. Toutes les 6 heures, le calme détroit se transforme en une masse rugissante secouée d'énormes et puissants tourbillons. C'est à cause d'un courant de marée entre 2 fjords qui s'unissent et s'opposent ici. À marée haute, le courant est trop fort pour les 3 ruisseaux, ce qui en fait un piège mortel pour les nageurs et les bateaux. En Bolivie, il y a une route de 72 km que seuls les plus courageux osent parcourir. La route des Yungas longe une chaîne de montagnes et constitue une attraction majeure pour les cyclistes avides de sensations fortes. Un nouveau passage a été construit pour contourner les parties les plus dangereuses de la route. Mais la route d'origine était très étroite, avec d'un côté le gouffre et l'absence de garde-fous, et l'autre une pente raide. Les fréquents glissements de terrain, le brouillard et les pluies rendaient le cyclisme ici extrêmement dangereux et imprévisible, ce qui n'a bien sûr jamais empêché les amateurs d'adrénaline du monde entier de venir faire un tour à vélo. Il y a des gens qui aiment vraiment le danger, hein. Si tu aimes les sources chaudes, tu pourrais aussi apprécier une visite au Boiling Lake en Dominique. Ou pas. Située dans un parc national, c'est une cavité remplie d'eau en constante ébullition, provenant des rivières des environs. Elle est maintenue chaude par les sources presque brûlantes de gaz toxiques, et les vapeurs au-dessus de la surface sont également toxiques. Le lac attire les touristes, mais s'en approcher de trop près peut s'avérer très dangereux. On sait qu'il peut exploser et inonder les environs de nuages de gaz. Quelqu'un pour s'inscrire pour l'excursion ? Non, vraiment personne ?